Salut les confinés. Salut. Salut. Ça va bien aujourd'hui? Jour 7? Ouais. Oui, Ouais, on tient bon. Ouais. Avec le beau temps En dehors. plus, on a commencé Oui. la journée avec une bonne nouvelle puisque Monsieur le maire nous a expliqué ce matin sur France Info qu'il faudrait poser nos RTT pendant le confinement. Voilà, moi ça m'a mis de bonne humeur et dans de bonnes dispositions ce matin. Alors moi, j'ai pas de RTT, je suis enseignante, donc ils sont d'office dedans, j'ai pas le choix. De toute façon. Et comme Darmanin avait demandé qu'on pose nos congés aussi, ben comme ça, c'était la totale. Bah là, ils peuvent nous demander tout ce qu'on veut. De toute façon, on ne peut pas sortir pour protester. Alors, Ouais, c'est voilà. un peu les injonctions paradoxales en ce moment là. Ah, c'est totalement les injonctions paradoxales. C'est restez chez vous, sortez travailler, allez faire vos courses, mais pas trop loin. Vous avez le droit de sortir le chien, mais vous n'avez pas le droit de vous promener. Enfin, on n'y comprend plus rien. Hein. Ça ne m'étonne pas que les Français n'arrivent pas à suivre. Ouais, j'ai même vu quelque part que dans l'allocution de Édouard Philippe, il parlait de, ou je sais pas si c'était Castaner qui disait que les déplacements seraient tolérés pour les gens qui vont au travail. Alors je le tiens de seconde main, mais enfin on finit par nager vraiment dans la confusion totale, quoi. J'envisage de déposer un brevet pour la téléportation. Je suis sûr que je vais faire fortune et comme ça, je serai du bon côté de la barrière après. Je pourrais me faire tester, avoir des médicaments comme il faut. Bon, enfin, en tout cas, on voit bien que là, c'est en train de devenir une sacrée opportunité pour la casse sociale qui avait commencé avant et qu'ils ont fait semblant de suspendre avec la suspension de la réforme sur les retraites. Et puis finalement, ça continue de plus belle, toujours plus loin, quoi. Quand on parle de stratégie du choc, on est en plein dedans. Là. Ouais, après une semaine de ce régime-là, j'ai l'impression qu'on est en train de passer de la guerre sanitaire à la guerre sociale. Et j'écoutais un peu ce qui se disait hier également avec tous ces débats autour de la prime, puisque la question se pose de savoir si il va y avoir une prime défiscalisée, qui pourra en bénéficier, etc. On a d'un côté des gens qui demandent la prime, de l'autre côté le MEDEF qui commence à se pincer le nez en expliquant que plein d'entreprises ne seront pas capables de la donner. Mais la vraie question que ça pose, c'est que les salariés qui vont éventuellement pouvoir bénéficier de la prime, c'est au prix de leur santé, puisque c'est eux qui sont les plus exposés et les premiers concernés. Le prix d'une vie, 1 000 €. Ça fait mal de lire ça quand même. Hein. Ah ouais, c'est terrible d'attendre qu'on en arrive dans de telles situations pour qu'il y ait quelque chose comme une reconnaissance au pied du mur par la sphère patronale. Là. Mais moi, je trouve que d'une certaine façon, ça oblige aussi, puisqu'on disait qu'une de nos tâches, c'était de penser aussi l'après et ce qu'on veut, et pas seulement ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Mais je me dis qu'on est vraiment dans un moment où on doit repenser cette hiérarchie des métiers, des qualifications. Et c'est vraiment ce que nous donne à voir là, ce qui se passe avec les caissières, avec les livreurs, avec évidemment les soignants. Mais je pense par exemple aussi aux éboueurs. Moi, ça me fait penser à des développements de quelqu'un comme Bernard Friot et le réseau salarié. Je ne sais pas si vous avez... je sais que Walter, tu t'es déjà un peu penché, tu es allé l'écouter, Bernard Friot, dans le coin là. Mais je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qu'il raconte, mais ça fait longtemps qu'il dit ça. Il dit que quand on sera enfin en capacité de le faire, il faut absolument repenser la hiérarchie sociale, l'utilité des métiers. Et il a toujours pris cet exemple, enfin moi je l'ai toujours entendu prendre cet exemple en disant, par exemple, un DRH dans la société, en réalité, ça ne sert à rien, ça a une utilité infime. Alors qu'un éboueur, c'est absolument vital. Le jour où on n'a plus d'éboueurs, la société ne peut plus fonctionner. Et en fait, on est dans un moment où on est confronté à ça. On voit qui est véritablement utile, voire vital dans le fonctionnement d'une société. Et on doit faire la liste de ces tâches-là pour ensuite, on devrait les mettre
au sommet de la hiérarchie des salaires et se souvenir de ça. Et ça va aussi avec ce qu'on a entendu sur les appels au volontariat. Quand moi j'ai entendu Édouard Philippe dire qu'on devrait avoir des volontaires dans les EHPAD, voilà encore un métier hyper important, les soignants dans les EHPAD, ils appellent à des volontaires alors qu'on sait que ça fait des années que le système de santé et sur la dépendance perd des postes et qu'on diminue le nombre de personnes par patient, quoi. Voilà, le nombre de soignants par patient. Et aujourd'hui, voilà, on fait appel à des bénévoles. Peut-être qu'on pourrait mettre en place une rémunération pour ces volontaires. Et puis, ça s'appellerait un service public, par exemple, des fonctionnaires d'État. Enfin, voilà, il y a plein de pistes comme ça. Comme d'habitude, maintenant on dit le plus intéressant et puis nous on est condamné à dire le reste, mais en fait c'est ce que tu dis, c'est l'essentiel. Et d'ailleurs ça nous ramène très loin dans l'histoire, ça nous ramène à SIS avec Qu'est-ce que le tiers-État, qui expliquait que le tiers-État c'était les 19/20e des fonctions qui formaient la nation. Et en fait on voit bien aujourd'hui que les soignants, les enseignants depuis chez eux, n'est-ce pas Manon, les gens qui font marcher l'agroalimentaire, la logistique, etc., c'est eux qui permettent à la société de continuer de tourner. Et puis ça nous ramène à autre chose aussi, c'est la commune, puisque tu parlais de mettre en haut de la pyramide salariale les éboueurs et tous les gens qui font effectivement le service public. Et je rappelle que la constitution communale, c'était tous les élus et fonctionnaires au salaire de l'ouvrier. Donc c'est aussi une conception de la société différente que ce que cette crise est en train de nous imposer. Et avec des premiers ministres qui ne savent même plus écrire les décrets, puisqu'ils sont obligés d'en écrire un 7 jours après avoir écrit le premier, tellement le premier était incompréhensible. Soit dit en passant, ça pose aussi les questions du rôle de l'État. Donc je vais vous faire mon petit encart complotiste. Ouais. Mais on peut remarquer que du coup, en fait, une fois de plus, ils profitent de l'occasion, puisque ils sont en train de dézinguer notre service hospitalier. On voit que là, les docteurs commencent à canner, on voit que le système hospitalier va commencer à morfler. On se rend compte qu'ils sont en train de régler le problème des retraites parce que dans les EHPAD, c'est aussi une hécatombe. Donc, en fait, c'est une fois de plus une belle exploitation politique de leur politique, de la mise en place de leur politique, c'est-à-dire laisser crever les gens. Alors, toujours pareil, je sais que mon positionnement est pas politiquement correct, je sais que c'est très noir, très sombre, très complotiste, mais dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'on voit que ceux qui sont en train de subir de plein fer cette crise sanitaire, ce sont les gens qui posaient problème dans la vision néolibérale, ceux qui sont des poids pour leur économie. Et la stratégie du choc, mais c'est plus qu'un choc, quoi. C'est limite un génocide qu'ils sont en train de mettre en place, en tout cas chez nous, quoi. On voit ce qui se passe au Brésil où le président a carrément décrété que les gens n'allaient pas recevoir de salaire pendant 4 mois, quoi. Oui, et on peut prendre en opposition. Ouais, enfin, l'idée avait été lancée. On voit que dans le même temps, la grande dictature est là. Pendant 6 mois, c'est l'État qui prend en charge les salaires. On voit bien où sont les dangereux, où sont les violents et qui sont ceux qui prennent en considération les besoins des gens, quoi. Ouais, moi, je voulais revenir sur la hiérarchie des métiers que tu évoquais, Manon. Il y a Dominique Méda là, qui a fait un entretien super intéressant qu'on peut lire dans pourlescours.com là, qui justement remet ça sur la table en disant mais c'est quoi les métiers essentiels en fait et pourquoi les métiers essentiels qui sont aujourd'hui les métiers du soin, les métiers de l'enseignement, les métiers de la chaîne alimentaire, de la chaîne logistique qui nous permettent à tous de continuer à manger dans cette période de confinement complètement incroyable. Et finalement, pourquoi c'est les traders qui gagnent des 1000 et des 100 alors qu'en fait, ils sont aujourd'hui complètement inutiles ou totalement nuisibles même. On se demande pourquoi ils n'ont pas fermé la bourse. Enfin, moi, en tout cas, c'est une question que je me pose. Ils sont en train de spéculer sur les fluctuations énormes du prix des matières premières en ce moment, sur la baisse du prix du pétrole, etc., au vu de la crise, sur spéculer sur quand est-ce que va être la sortie de crise, etc. Mais ces gens-là, ils produisent quoi pour le bien commun? Ils produisent rien du tout. En fait, on s'aperçoit du jour au lendemain, et c'est peut-être un peu l'espoir moi, que je mets dans la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui vont se rendre compte qu'en fait, tous ces gens-là, ils ne servent à rien, qu'on peut très bien vivre sans eux. Par contre, on ne peut pas vivre sans prof, sans éboueur, sans caissière, sans logisticien, sans agriculteur, etc., etc. Donc, remettre un peu l'humain au centre du jeu et l'humanité au centre du jeu et pas les manipulations financières, les gens qui traficotent en bourse, etc. et qui gagnent aujourd'hui dans la hiérarchie actuelle le plus d'argent et qui en fait servent à rien, quoi. Ils ne produisent rien. Dans le meilleur des cas.
voire détruisent, on est d'accord. Quand je vois qu'il faut pleurer et que je ne sais pas s'ils vont finir par le faire là, pour rouvrir l'unique usine qui produit de l'oxygène en bouteille, là, qui est à, je ne sais plus, dans la Vienne ou au centre de la France. À Clermont-Ferrand. Ou à Gersat, oui, c'est ça, à côté de Clermont, et qui est en liquidation judiciaire et qu'il faut faire des pieds et des mains en pleurant pour rouvrir cette entreprise, et que cette décision-là, elle n'est toujours pas prise, alors qu'à l'échelle des milliards qu'ils ont mis sur la table, des 750 milliards qu'ils ont mis sur la table pour sauver les entreprises et les banques, c'est rien. Mais donner 20 milliards aux hôpitaux, ce serait même rien dans ce ruissellement d'argent. Donc, en fait, je crois que la quantité d'argent est tellement importante que les gens ne se rendent même pas compte, parce que pour eux, des millions, des milliards, de toute façon, c'est quelque chose de complètement abstrait. Ils ne se rendent pas compte à quel point l'argent déferle pour sauver les 1% et à quel point les 99% en sont privés, en fait. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la différence des chiffres qu'il peut y avoir et de la quantité d'argent que ça fait, et que en fait, les demandes qui sont faites et qui sont pas exorbitantes pourraient être faites tout de suite, comme la nationalisation des quelques entreprises qui produisent des masques, des bouteilles d'oxygène, des tests, etc. Soit dit en passant, je pense qu'il ne faut pas se payer de mots. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Laure, mais on nous annonce des nationalisations, mais ces nationalisations, elles seront extrêmement partielles, extrêmement temporaires, si elles ont lieu. Donc c'est toutes les mesures sociales ou disons une politique publique qui pourrait nous sembler convenable à nous pour le moment, celles qui sont annoncées par le gouvernement, elles seront vraiment extrêmement temporaires, et à côté ça va être un carnage social qui va se dérouler. C'est ça la réalité de la situation. Je ne dis pas le contraire, malheureusement l'un n'empêche pas l'autre, mais je pense que des mesures sanitaires urgentes qui seraient de redémarrer ces usines et de fabriquer des masques, ils nous font voilà, ils nous jouent de la flûte à chaque conférence, mais les questions importantes que tout le monde attend, c'est-à-dire où sont les masques, où sont les tests, où est le gel hydroalcoolique. Purée, le gel hydroalcoolique, c'est quand même pas un produit technologique à fabriquer. Il faut de l'alcool, de la glycérine, un peu d'oxygéné. On peut, à la limite, si on a les ingrédients, on peut bricoler ça dans sa cuisine. Mais il devrait y avoir des millions de bouteilles qui sont produites là. Je sais pas, on devrait mettre Ricard un peu à contribution, et tous les alcooliers là, de l'alcool, ils en ont plein. J'ai du mal à croire qu'ils puissent pas faire quelque chose, quoi. C'est insupportable. Sauf si c'est une volonté. C'est ça, c'est bien. Donc c'est bien un choix politique et pas un choix économique, en fait. C'est un choix économique dans le sens où en fait ils vont préserver certains patrimoines pour éviter qu'ils morflent trop, parce que justement c'est l'après-crise sanitaire qui va être vraiment le plus impactant, et on le voit par rapport à ce qui se passe par exemple aux États-Unis, on le voit avec ce qui se passe en Allemagne. Enfin, je veux dire, l'Allemagne a pété son modèle d'orthodoxie. Ils sont en train d'investir des milliards. Alors, comme par hasard, ils ont retrouvé la baguette de l'argent magique. Hein, il faudrait qu'ils le disent à Macron, parce qu'apparemment, lui, il disait qu'il n'y avait pas d'argent magique. Ah, ben, ça dépend pour qui. Donc, on se rend bien compte que tout ça, c'est de la foutaise, et que tout ça, c'est réellement des gens qui servent à nuire contre d'autres personnes pour juste arriver à garantir leurs profits et leur patrimoine. On en revient en fait toujours à cette notion de système. Ce système capitaliste est mortifère. Et aujourd'hui, le grand révélateur qui est le Covid, qui révèle toutes les défaillances de notre système, démontre clairement que si on a des gens qui dorment dans la rue, si on a des gens qui crèvent de faim, si on a des gens qui sont malades, si jamais l'Afrique est dans cet état-là, c'est uniquement parce qu'il y a des gens qui captent un maximum de la richesse. Et le coronavirus nous démontre la preuve que ce qu'on tient comme discours depuis des décennies est vrai. C'est le système capitaliste, c'est le système néolibéral qui est le danger. Plus que le coronavirus, plus que tout le reste. C'est ce système-là qu'il faut absolument faire tomber. Quand on sort, on les sort parce que réellement, il faut qu'on arrête. Sinon, on va à la catastrophe. Là, c'est juste une alerte, une gentille petite alerte à quelques milliers de morts, mais c'est une belle alerte. Pour les confinés, quand on sort, on les sort. On dirait que c'est la conclusion de chacun de nos épisodes. Juste si je peux rajouter une chose, ne nous contentons pas de penser à quand on sort, et je crois que les choses sont déjà en train de bouger, c'est ça qui est frappant. On avait déjà parlé de la plainte qui a été déposée par des médecins, des soignants. Là, ce qui est en train de se dessiner aussi, c'est que des citoyens
sont en train de s'organiser pour pouvoir s'associer à cette plainte. Et les gens n'ont pas envie d'attendre l'après. Ils veulent montrer dès maintenant à nos gouvernants qu'ils n'ont pas les mains libres, que ça n'est pas une carte blanche et qu'on les voit, on les regarde et que des comptes leur sont demandés avant même la sortie de crise. Alors, on se retrouve demain, les amis. Ouais, juste avant, la plainte est sortie. Il y a moyen de faire en ligne, de pouvoir déposer la plainte et de pouvoir rejoindre en tant que citoyen non malade, citoyen malade ou membre du corps médical. On pourra mettre le lien. Moi, je pense que je vais le faire, par exemple, parce que j'ai été assesseur dans un bureau de vote la semaine dernière, parce que comme les élections étaient maintenues, j'ai pas voulu faire défection à mon poste. J'ai été scrutateur aussi. J'ai dépouillé les 325 bulletins de mon bureau de vote. J'ai exigé j'ai réussi à avoir des gants et du gel hydroalcoolique pour faire ça. Donc, toutes les centaines, je me nettoyais les mains pour éviter de me contaminer. Mais moi, je suis à la maison, j'ai 3 enfants et voilà, je considère qu'ils ont mis ma vie en danger. Voilà, en plus des millions d'autres. Hein, mais voilà, moi, je vais m'associer à probablement cette plainte collective en y associant en fait une sorte de mise en danger de la vie d'autrui, parce que je considère qu'ils ont mis ma vie en risque. Et donc celle de mes proches par la même occasion. Et tout ça au nom de la démocratie et du devoir civique. Tout ça pour, j'imagine, je suis convaincue qu'ils vont de toute façon annuler le premier tour, puisque moi je suis dans une commune où il n'y a pas eu de résultat dès le premier tour, donc il y a un deuxième tour qui est prévu, et à mon avis, on ne sera jamais prêt pour mi-juin, donc on est bon pour tout refaire. Alors tout ça pour tout refaire, là j'ai vraiment l'impression qu'on se fiche de moi, pour être tout à fait poli, et c'est pas ce que j'ai en tête. Voilà. Et confiné, je retente ma petite conclusion, on se retrouve demain. On est solidaires avec tous les travailleurs, toutes les travailleuses, les soignants en particulier, les gens qui sont seuls chez eux. Ouais. Salut à tous. Salut à tous. Allez, bien. Tenez le coup. Vous n'êtes pas tout seul.